AEK, de la préparation, jusque dans nos plats, pour que chacun de nous savoure et hérite enfin du plaisir de sa légèreté. Aya Oil, même si la mouton c'est bon. Aya Oil, c'est à moi. Bonsoir. Fonction publique, le terme est aussi vieux dans notre pays que le gouvernement du 20 février 1958. C'est l'avènement institutionnel de la fonction publique camerounaise telle qu'elle apparaîtra dans les gouvernements successifs du premier et deuxième président de la République. L'idée que s'en fait le chef de l'État est claire et consignée dans son bréviaire politique pour le libéralisme communautaire, publié, comme vous le savez, en 1987. Paul Biya y théorise une administration, je le cite, plus performante, plus simple, plus expéditive, plus compétente et plus responsable. C'est ce que vise le décret du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique et ses modifications successives. C'est ce que recherchent les principales réformes, dont celle du milieu des années 90, consacrant le passage d'une fonction publique de carrière à une fonction publique de poste de travail. Mais l'affaire reste une arlésienne, et ce, malgré les outils, des outils comme Antilope, application nationale pour le traitement informatique et logistique du personnel de l'État, mise au point en 1986. Ou encore Sigipes, système informatique de gestion intégrée des personnels de l'État et de la solde, expérimenté depuis 1994. Homme de son temps, le temps du tout numérique, l'actuel ministre de la fonction publique et de la réforme administrative veut placer l'administration publique camerounaise au cœur de la société digitale. Comment et avec quels moyens? Réponse dans le parapheur de Actualité Hebdo ce dimanche. Examen des dossiers en compagnie de Joseph Lee, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Joseph Lee, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Tussangok. Vous revenez d'un tour des régions que vous avez achevé, je pense, cette semaine. Dans une autre vie et à une autre époque, on aurait pu parler de province à la une, mais passons. Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, nous accomplissons les missions qui nous sont confiées, amener l'administration publique vers les administrés. Vous venez d'ailleurs de le dire tout à l'heure en citant le livre de référence écrit par le chef de l'État lui-même pour le libéralisme communautaire. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé faire dans les régions que vos délégués régionaux qui sont sur place n'auraient pas pu faire, vous-même, monsieur le ministre? Nous sommes allés... D'abord, permettez que je remercie le Premier ministre chef du gouvernement qui a bien voulu autoriser ce périple national dans nos 10 régions. C'est parce que cela s'avérait nécessaire. Nous sommes donc allés pour expliquer les réformes que nous entreprenons, vous l'avez bien dit tout à l'heure, au cœur, nous voulons être au cœur de la société digitale, comme l'a demandé le chef de l'État lors de sa prestation de serment, c'était le 6 novembre 2018. Il faut que nous utilisions au maximum, de façon optimale, n'est-ce pas, les outils qu'offre cette société digitale. Nous voulons donc être au cœur de celle-ci et, depuis un certain temps, nous avons entrepris des réformes très importantes. Il fallait donc aller rencontrer nos collaborateurs, les fonctionnaires et agents de l'État qui sont dans les régions, les collaborateurs de toutes les administrations, pour expliquer ceci et cela. Nous sommes allés également, comme vous le savez, le chef de l'État a dénoncé un comportement qui n'est pas digne aujourd'hui. Je sais que nous allons revenir tout à l'heure. Nous aurons l'occasion d'en parler voilà, largement. Il fallait donc rappeler aux uns et aux autres leurs droits et leurs devoirs afin que nul n'en ignore. Troisièmement, nous sommes allés en région pour nous assurer de l'opérationnalité d'un certain nombre d'outils.
Nous avons commencé l'année dernière, dans le cadre des concours administratifs, par faire des épreuves orales au niveau des chefs-lieux de région. Maintenant, cette année, nous voulons aller un peu plus loin dans un certain nombre de chefs-lieux de département. Voilà donc autant de choses qui nous ont amenés à aller là-bas pour rencontrer ces fonctionnaires et agents de l'État et peut-être aussi, surtout, pour les écouter, avoir le feedback de tout ceci et pour prendre en compte toute leur doléance. Est-ce que l'effet n'est pas contraire par rapport au discours qui est dans l'air du temps? Le ministre qui se déplace pour aller en région expliquer la simplification des procédures administratives, cela complique un peu les choses, non? Non, pas du tout. C'est le rôle du ministre. C'est justement ça le rôle du ministre. Est-ce que ça ne donne pas l'impression que l'État ou le Cameroun, c'est à Yaoundé? Cette impression un peu jacobine. C'est justement ce que nous voulons sortir de la mentalité de nos concitoyens. L'État, ce n'est pas seulement Yaoundé. L'État, c'est tout le Cameroun. Nous sommes de plein-pied dans la décentralisation. Et depuis un certain temps d'ailleurs, nous parlions déjà de déconcentration. Celle-ci commençant au niveau de la fonction publique, donc de l'administration publique. Et vous l'avez dit, je reviens là-dessus, pour le libéralisme communautaire, où le chef de l'État dit l'administration doit être le plus près possible des administrés. Il faut que l'administration cesse d'être un monstre redouté par les administrés. Nous pensons donc que le contact physique avec les usagers, il est important. Ça permet, je l'ai dit tout à l'heure, d'échanger, de dialoguer. Et donc, je crois pouvoir dire que nous sommes là de plein pied dans notre rôle. Et nous allons d'ailleurs continuer dans ce sens. Parce que je crois que les résultats, et nous allons en parler certainement tout à l'heure, les résultats sont intéressants. Puisque vous voulez en parler, parlons-en, Monsieur le ministre, maintenant, les résultats obtenus de cette visite, par exemple, ne serait-ce que de cette visite. Oui. Cette visite, je dois d'ailleurs préciser que pendant 35 jours, nous avons parcouru un peu plus de 6500 kilomètres à l'intérieur du Cameroun. Nous avons visité les 10 chefs-lieux de région, plus une quinzaine de chefs-lieux de département où nous voulons nous assurer que nous pouvons déjà faire les épreuves orales par vidéoconférence. Nous avons rencontré les 10 gouverneurs de région qui ont d'ailleurs tenu à nous accompagner personnellement partout où nous sommes allés. Nous leur disons d'ailleurs merci à cet effet. Et vous savez, nous avons environ 180 000 fonctionnaires et agents de l'État qui sont dans nos services déconcentrés. Nous ne pouvions pas les rencontrer tous au regard du contexte ambiant avec la pandémie du coronavirus. C'est pour ça que nous avons choisi comme cible les délégués régionaux. Et ils étaient quasiment tous présents lors de ces séances de travail. J'ai amené aussi un certain nombre de mes collaborateurs et à chaque étape, nous faisions des communications. En dehors de mon propos liminaire, il y avait aussi 8 communications qui portaient sur des sujets aussi importants que la gestion d'une carrière, les concours administratifs, mais aussi les questions de discipline. Une question très importante aujourd'hui. Dites-moi, Monsieur le ministre, les agents que vous avez rencontrés, et peut-être même que vous observez à partir d'ici, sont-ils favorables au changement de logiciel auquel vous les invitez, sachant que cette dématérialisation va empêcher la chèvre de brouter là où elle est attachée, selon un aphorisme connu au Cameroun? Je ne voudrais pas me tromper, mais je crois pouvoir dire sans hésiter qu'ils sont favorables. Le feedback est extrêmement intéressant. Parce que voyez-vous, Monsieur Ntwisse, tout ce qui est fait milite en faveur de la simplification et de la dématérialisation des procédures. Et donc à faciliter la tâche aux usagers. Il y en a certainement qui étaient déjà assis sur un certain nombre de titres fonciers, entre guillemets, mais non, l'administration publique est impersonnelle. Il ne faut pas la personnaliser. Nous sommes tous de passage. Mais il faudrait que notre passage laisse des traces qui permettent aux générations qui viennent après nous de trouver des fondations solides. Aujourd'hui, nous sommes dans la société du tout numérique, donc nous n'avons pas d'autre choix que d'y aller. Maintenant, il faut continuer à travailler, à acquérir des outils de travail, parce que vous voyez, le numérique, ça va avec un certain nombre d'outils, c'est ça le préalable. Si vous ne les avez pas... Est-ce que nous les avons, ces outils? Nous sommes en train de les acquérir. Ça prendra du temps?
Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut commencer, Monsieur Ngok. Tu sais, il faut commencer quelque part. Il ne faut pas se dire que nous allons attendre de tout avoir pour commencer. Voyez-vous les épreuves orales dans les départements, par exemple. J'ai constaté que je n'ai pas encore de délégation départementale. Mais pourtant, il faut que j'amène mes services jusqu'au département et même aux arrondissements. Ce que nous avons donc fait, c'est que l'année dernière, nous avons signé une convention avec mon homologue et frère, Mounouna Fouchou, de la jeunesse, ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, qui lui a 434 centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Est-ce qu'ils sont suffisamment équipés à l'intérieur du pays? Est-ce qu'ils sont bien équipés, monsieur le ministre? Ils ont le minimum requis. Mais vous savez que cette question a fait débat dans la semaine, dans une localité comme... Oui, tout à fait. J'ai reçu un certain nombre de correspondances là-dessus. Je crois qu'il y a eu une petite confusion, un peu d'amalgame quand même par rapport à ce que nous allions faire. Nous ne sommes pas allés pour donner des ordinateurs et tous les autres outils auxquels on peut penser. Non, nous sommes allés nous assurer du minimum. Voyez-vous, pour faire une épreuve orale par vidéoconférence, il ne faut pas plus de 2 ordinateurs. Il faut une webcam. Il faut un modem. Lorsque nous n'avons pas Internet par fibre optique, si vous avez ces éléments essentiels, vous installez un candidat dans une salle, il est seul, ben, le reste peut se faire. Le jury étant à Yaoundé, la connexion devenant fluide, le reste, ça va de soi. Est-ce que ce ne sont pas ces externalités, monsieur le ministre, qui déterminent finalement la dématérialisation, la connexion Internet, les outils informatiques et l'énergie électrique? Prenons un village comme, on va dire, Evodola, qui n'est pas loin de Yaoundé, ou même Doukoula, dans l'extrême nord, plus loin. Là-bas, ces outils-là relèvent du luxe. Est-ce que l'administration n'exclut pas déjà à l'avance les populations de ces zones-là qui n'ont pas accès à ces facilités? Elles ne sont pas exclues, mais alors pas du tout. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas la fibre optique, nous amenons le modem. Et nous avons des opérateurs téléphoniques qui sont un peu partout dans le pays. Avec ces modems, nous pouvons avoir la connexion Internet. Là où il n'y a pas d'électricité, d'ailleurs j'ai été un peu près à partir là-dessus, non, il y a des groupes électrogènes. Mais il y a aussi, on va le faire progressivement en relation avec mes collègues, on va le faire progressivement en amenant le système solaire dans ces localités. Pas la localité entière, mais là où nous devons travailler pour faire les épreuves orales. Il suffit de mettre 2-3 plaques sur une toiture et vous amenez la connexion au niveau des appareils et tout, et vous avez l'énergie électrique. Et vous travaillez sans problème. Donc, il ne faut pas attendre de tout avoir pour commencer. Il faut d'abord commencer et se donner les moyens. Et vous avez commencé. Je dois vous dire que là où il y a la volonté, on est capable de tout. C'est ce que nous essayons de faire. Cette volonté, vous l'avez traduite l'an dernier, en 2020, lors du déclenchement de la pandémie à coronavirus. Vous avez donc mis sur pied une plateforme au travers de laquelle les différents concours lancés par le ministère de la fonction publique peuvent être gérés 10 mois plus tard, 10 mois après le lancement de cette plateforme-là. Est-ce que vous pouvez nous dire si ça marche? Pour les inscriptions en ligne, ça marche 5 sur 5. Au départ, il y a eu quelques hésitations de la part des candidats. Ils ne croyaient pas beaucoup en cela. Ils se sont dit, ah non, nous n'aurons pas les mêmes chances que ceux qui font les épreuves orales en présentiel. Mais nous leur avons démontré que c'était possible et qu'ils avaient les mêmes chances. Nous avons commencé par, lorsque la pandémie du corona se déclenche, nous avons 2 candidats qui sont admissibles aux épreuves orales de certains concours. L'un est aux États-Unis et l'autre en Afrique du Sud. Et nous avons travaillé avec eux par vidéoconférence. Je dois d'ailleurs dire que l'une des candidates, parce que c'était une dame, a travaillé à partir de son téléphone portable. Celui qui était en Afrique du Sud. Admettons quand même que ce sont des cas marginaux. C'est des cas marginaux. Et alors, on s'est dit que oui, c'est bien, ça peut marcher. Essayons aussi à l'intérieur du pays. C'est ainsi qu'avec toutes les délégations régionales, nous nous sommes connectés et nous avons lancé les épreuves orales. La première tentative a été
peut-être pas très heureuse parce qu'il y avait ces hésitations, les candidats qui se demandaient si vraiment ça allait marcher. Mais à partir de la deuxième, vraiment, ça va pour le mieux. D'ailleurs, dans un avenir plus ou moins proche, nous voulons aller vers la suppression des épreuves orales en présentiel. Parce que, voyez-vous, M. Ngok, il s'agit de faciliter la tâche à nos jeunes compatriotes. Imaginez-vous quelqu'un qui est à Akwaya ou bien à Makari, qui est admissible au concours d'entrée à l'INJS. Les frais de dossier pour un concours, c'est 15 000 francs par candidat. Mais ce jeune homme ou cette jeune dame qui doit faire 3500 km partant de Makari à Yaoundé en aller et retour, qui va dépenser au bas mot 100 000 francs CFA et qui ne sait d'ailleurs pas où il viendra vivre à Yaoundé. Et à la fin de tout ça, il n'est même pas certain qu'il va être définitivement admis. Nous essayons donc de faire tout pour leur faciliter la tâche. Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, je voudrais vous proposer un arrêt pour écouter quelques-uns de vos usagers rencontrés cette semaine. Nous avons envoyé nos équipes au centre d'accueil et d'orientation du ministère de la fonction publique et nous allons donc suivre leur réaction dans cet élément de Joël Igor à Banda. Les choses sont désormais facilitées pour les usagers à la fonction publique camerounaise. Depuis la mise sur pied d'un centre d'accueil et d'orientation des usagers au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le traitement des dossiers connaît une certaine célérité. Il est pratiquement 10 heures ici, au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, ce jeudi 15 avril 2021. Les usagers vont et viennent. Dame Christelle est sage-femme. Elle est venue ce matin suivre son dossier d'avancement au ministère de la Santé publique. Pour le retrait, on avait été renseigné que les actes signés au mois de janvier 2021 seraient disponibles en avril 2021. Donc quand je venais, aujourd'hui, je savais qu'il était disponible parce que j'avais eu le renseignement longtemps à l'avance. Mais il suffit d'avoir votre code, le code de votre dossier et vous avez accès à toutes vos informations. Comme elle, Florence, enseignante des lycées d'enseignement technique, a réussi à retrouver son dossier d'intégration. Et j'ai vraiment été étonnée de l'avoir reçu aussitôt. Dès que vous arrivez, vous avez à la maison des usagers. À la maison des usagers, on va vous poser quelques questions pour le retrait de l'acte. Si vous avez toutes les informations, parce qu'il y a le site CJPES en ligne. Sur le site CJPES, vous pouvez voir l'avancée de votre document. Si le dossier a été signé, la date de signature et autres. Okay, quand vous avez eu, on vous demande donc de remplir ce formulaire. Si vous ne l'avez pas, les dames chargées de l'orientation peuvent vous le donner. Elles peuvent vous donner le code dossier, le numéro, la date de signature pour que le service soit rapide. Vous remplissez le formulaire avec et vous le déposez. Dès que vous l'avez déposé, vous attendez. Comme moi, je l'ai déposé à 10h. Et il est 10h30, je l'ai déjà reçu. Ce n'est pas le cas pour cet autre usager, obligé de lever le ton après une recherche vaine de son dossier déposé depuis le mois de février dernier. Le chef de la sous-direction de l'accueil du courrier et de liaison est obligé d'intervenir. Promesse lui est donc faite sur le champ de procéder à une vérification approfondie. Quelques minutes plus tard, son dossier est retrouvé. Il est immédiatement réintroduit dans le circuit pour traitement. Monsieur Abanda a déposé des documents complémentaires ici qu'on ne retrouve pas sur CJPES. Je vais réfléchir à quel niveau se trouvent ces documents. Si on ne les a pas ici, ils doivent être quelque part, car aucun document ne se perd ici chez nous. Des témoignages des usagers. Depuis l'arrivée du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, les dossiers sont traités avec une grande célérité. Mais quel est donc le circuit de traitement des dossiers ici au MINFROPRA? Que ce soit les administrations publiques ou parapubliques, dès que ces courriers nous parviennent, ils sont enregistrés à ce niveau-ci dans ce bureau et en fonction d'écoutation par notre sous-directeur. Ces courriers sont dispatchés au sein du département ministériel en direction des différentes structures compétentes, en fonction de l'objet porté par les administrations ou les intéressés, s'il s'agit des agents publics. Tout est donc mis en place pour que l'usager reste et demeure roi, ici au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Depuis le début de l'année 2021, nous observons une augmentation du nombre de cas positifs au test de coronavirus dans nos formations sanitaires. Pour se protéger,
ayons toujours notre masque à portée de main pour l'arborer lorsqu'on est face aux autres populations. Nous devons régulièrement laver nos mains, soit avec un gel hydroalcoolique ou au besoin de l'eau et du savon. Joseph Lé, l'usager est effectivement roi à la fonction publique? Oui. En tout cas, nous voulons en faire un roi. Absolument un roi. Parce que c'est pour lui que nous sommes là. C'est pour lui que ce département ministériel a été créé par le chef de l'État. C'est pour lui que nous existons. Et si nous ne travaillons pas pour lui, évidemment, nous ne sommes pas à notre place. Alors, s'agissant justement de la maison des usagers, dont il était abondamment question. Dans ce reportage? Oui, dans ce reportage. Nous avons constaté que lorsque ces jeunes dames ou ces jeunes messieurs en début de carrière ou même en cours de carrière arrivaient, ils étaient accueillis dans des conditions pas très agréables dans la cour, au niveau de l'esplanade. Et nous nous sommes dit, il faut se trouver un peu de moyens, se donner un peu de moyens pour construire cette maison des usagers. C'est une belle maison aujourd'hui. Si vous venez au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, c'est un espace agréable. Je saisis votre invitation et je vous assure que je viendrai. Nous vous y attendons, monsieur Ntwisse. Malgré ce tableau, on va dire, un peu paradisiaque, on constate quand même que les jeunes fonctionnaires en cours d'intégration, les nouvelles recrues, souffrent avant de voir aboutir leur dossier, par exemple, pour le passage à la caisse. Voyez-vous, les réseaux sociaux font qu'aujourd'hui, une ou deux personnes peuvent faire beaucoup de bruit et vous avez l'impression que c'est tout le monde qui souffre. C'est une situation qui date d'avant l'ère des réseaux sociaux. Bon, voilà. Ce que nous essayons donc de faire, c'est d'apporter des solutions à leurs problèmes avec toute la diligence nécessaire. Je prends un cas, celui des enseignants bilingues. 1000, ils étaient 1000 qui ont été recrutés. 903 ont effectivement déposé des dossiers. À ce jour, 870 ont déjà reçu leur matricule, que nous avons d'ailleurs basculé. En combien de temps? Le temps qu'il a fallu. Mais il y a quelques cas résiduels qui restent. Pourquoi? Parce que il manque un certain nombre de pièces qui sont des éléments fondamentaux que le jeune homme doit nous apporter. Parmi ces documents, c'est l'authentification du diplôme. L'expérience a montré que lorsque les dossiers étaient traités sans nous assurer que le diplôme présenté est authentique, qu'il est vrai, alors ça nous faisait rentrer dans le contentieux. C'est pour cela que nous avons reçu des directives précises là-dessus de la part du chef du gouvernement de travailler uniquement avec des documents authentiques. Mais malheureusement, parfois, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps pour que les institutions qui ont délivré ces parchemins nous authentifient ces documents. Mais nous ne restons pas les bras croisés, tenez-vous tranquille. Justement, ce temps auquel vous faites allusion amène certains à croire que depuis des années, il y a des réformes seulement dans les discours, mais sur le terrain, nous perdons des moyens et de l'argent. Par exemple, avec, on a cité le fameux programme Antilope, il y a CJPES 1, CJPES 2, ainsi de suite. Quels sont les résultats auxquels nous avons abouti avec tous ces programmes? Les réformes, ce n'est pas dans les discours. Il y a des faits vérifiables et vérifiés. Je peux vous dire que parmi les services pour lesquels nous sommes le plus fréquemment sollicités, il y en a 16. Nous les avons identifiés, 16. Et à ce jour, 14 des 16 ont été dématérialisés et déconcentrés. Aujourd'hui, comme avait d'ailleurs dit une jeune dame lors de l'une de nos étapes, aujourd'hui, à partir de son lit, avait-elle dit, elle peut régler son problème d'avancement, de reclassement, d'intégration et autres. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'aller dans son téléphone.
ou alors dans son ordinateur avec une connexion Internet. Vous allez dans le site web du Minfopra. Cas pratique. Permettez que je continue. Permettez que je continue là-dessus. Poursuivez, monsieur le ministre. Pour justement continuer à leur faciliter la tâche. Nous avons mobilisé 50, je dis bien 50 de nos collaborateurs qui sont des points focaux. Ces points focaux, depuis le mois de mars dernier, parce que c'est autant de solutions que nous essayons d'apporter depuis que la pandémie du Covid est là, depuis donc le mois de mars 2020, ils ont eu 1 500 000 échanges avec les usagers du service public. Et c'est pour des questions précises. L'usager pose sa question, mes collaborateurs vont chercher la solution et lui répondent dans un délai moyen de 3 heures. Question précise que moi je vais vous poser, monsieur le ministre. Dans les textes, il est prévu que chaque agent public bénéficie d'une formation au bout de 5 ans. Oui. Cela n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Oui, voyez-vous, les moyens ne sont pas toujours aussi abondants que l'on puisse imaginer. Ensuite, comme vous le savez certainement, il y a eu des concentrations de la gestion des personnels de l'État. Donc chaque chef de département ministériel gère son personnel, y compris les aspects liés au salaire. Et donc la formation. Le ministère de la formation, le ministère de la fonction publique a quand même un regard sur ces pôles déconcentrés. Puisque lorsque un jeune homme ou une jeune dame doit aller en formation, il y a des préalables. Le ministre utilisateur nous saisit et c'est nous qui délivrons l'autorisation de concourir et l'autorisation de mise en stage. À la fin du stage, c'est encore nous qui délivrons, n'est-ce pas, le document qui atteste de la fin de la formation pour que les éléments irrélatifs soient pris en compte, soit dans le cadre d'un reclassement, soit dans le cadre d'une bonification d'échelon, et ainsi de suite. Donc nous travaillons en parfaite synergie avec les ministères utilisateurs. Bon, la demande est forte. Elle est forte, mais les moyens, puisque lorsque vous mettez un collaborateur en stage, il faut maintenant assurer sa prise en charge. Sauf si les partenaires financiers et autres les prennent totalement en charge. Mais vous devez vous assurer que là où ils vont être formés, ils ne vont pas aller mourir de faim, ils ne vont pas connaître un certain nombre de difficultés et tout le reste. Donc il faut s'assurer de tout cela. Les budgets étant limités, on essaie de limiter le nombre également pour que le peu qui va en stage puisse suivre ses stages dans de bonnes conditions. Et puis, depuis un certain temps, nous privilégions aussi les formations sur place ou alors les formations à distance. Ça nous coûte moins cher. Et voyez-vous, nous avons un instrument très intéressant pour les fonctionnaires et agents de l'État. Et même peut-être pour vous, monsieur Ntuisse. Quel instrument? C'est l'Institut supérieur de management public qui assure la formation continue. La formation continue en management public. Ça, il faut payer certes, mais ce n'est pas aussi cher que lorsqu'il faut aller à l'étranger. Cette formation, monsieur le ministre, c'est un peu pour rechercher l'excellence et le mérite. Bien sûr. Je voudrais que vous disiez un mot là-dessus. J'observe que l'équilibre régional, par exemple, est régi par un texte vieux de 46 ans, 1975, alors que le pays lui-même a suffisamment évolué. Pourquoi ne pourrait-on pas imaginer, par exemple, qu'on organise les concours au niveau des régions et qu'on prenne les meilleurs dans ces régions-là pour les intégrer dans la fonction publique? Oui, le texte de 1975 a été d'ailleurs révisé. Je crois la dernière révision date de 1992. Mais en ce moment, tous ces textes sont en cours de révision, de relecture, de réécriture, parce que le chef de l'État, lors de sa prestation de serment, le 6 novembre 2018, avait pris l'engagement d'améliorer les conditions de travail et les conditions de vie des agents publics. Et depuis cette date, nous sommes en train de travailler. Vous avez vu déjà un certain nombre de outputs à travers des décisions prises par le chef de l'État ou même par le Premier ministre, chef du gouvernement. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. S'agissant donc de cet équilibre régional, c'est une politique judicieuse, je dois vous le dire d'emblée, qui permet d'associer tous nos compatriotes des 10 régions à ce qui se fait et aux décisions qui sont prises. C'est le militant qui parle ou c'est le ministre? Non, militant, non.
Ce sont l'administration n'est pas un parti politique. Je parle en tant que gestionnaire des ressources humaines de l'État. Donc je dis que cette politique est judicieuse parce qu'elle permet d'associer l'ensemble des compatriotes à ce qui est fait, aux décisions qui sont prises. D'où la politique des quotas dont vous avez parlé, pour que revienne à chacun ce qu'il mérite, ou alors ce à quoi il a droit. C'est pour ça que ces quotas ont été instaurés. Et ces quotas, parce que vous avez évoqué la question du mérite, n'excluent pas le mérite. Ces quotas n'excluent nullement le mérite. Parce que à l'intérieur de chaque poule ou alors de chaque région, on cherche les meilleurs. C'est eux qui sont sélectionnés. Et donc, il faut travailler. Il faut avoir, par exemple, au minimum 10 sur 20 pour être admissible en concours. Et à la fin, pour être définitivement admis, il faut avoir 12 sur 20. Parlant des concours, oui. Il y a un sérieux problème avec les concours au Cameroun depuis quelques années. On constate par exemple qu'il y a eu un certain nombre de scandales et de tripatouillages des listes à l'INAM, à l'IRIC, dans les résultats d'entrée à l'école normale ou même dans les facultés de médecine. Comment vous allez combattre ces démons? Quelle sera la touche Joseph Lé dans les concours? Je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous parlez de tripatouillage des listes. Il y a eu plusieurs listes. Le problème, voici le problème, mon cher. Le problème, c'est que la pression est devenue très forte. La fonction publique, vous l'avez dit dans votre propos liminaire tout à l'heure, elle n'a pas vocation à lutter massivement contre le chômage. Nous sommes dans le cadre, vous l'avez dit, d'une fonction publique de postes de travail. Donc on recrute en fonction des postes de travail disponibles. Donc c'est les administrations qui expriment les besoins. Alors le problème donc avec les concours d'entrée dans la fonction publique, je dois d'ailleurs vous signaler que chaque année, il y a environ 100 000 jeunes gens, 100 000 jeunes Camerounais qui veulent accéder à la fonction publique. Mais nous n'avons pas 5 000 places de disponibles. L'ensemble des concours réunis. Il n'y a pas 5 000 places. Je reprécise ma question, Monsieur le ministre. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter des pratiques comme la corruption et le parrainage dans les concours? Je vais y arriver. Il faut planter le décor. Et je dis donc que le vrai problème, c'est la pression. La pression qui vient et des candidats et de la société en général. Alors pour faire face à cette pression, nous privilégions, non, surtout pas, nous privilégions le mérite. Nous disons aux uns et aux autres, et je profite de cette tribune pour leur dire, s'il vous plaît, les intermédiaires qui viennent vous voir, soit disant qu'il y a un réseau à tel ou tel endroit, ne les écoutez plus. Ne dépensez pas vos petits moyens pour donner à tel intermédiaire qui prétend venir rencontrer le ministre ou un de ses collaborateurs. Il y a peut-être des cas, mais chaque fois que nous sommes informés de ce genre de situation, nous sanctionnons. D'où les suspensions dont vous entendez parler chaque jour. Il se pourrait, Monsieur le ministre, que ces sollicitations ne viennent pas seulement du commun des mortels. Parfois, ce sont certaines personnalités, certains de vos collègues ou certains de vos collaborateurs qui sont responsables de société, ainsi de suite, qui souhaitent placer leur enfant, leur cousin, leur neveu, ainsi de suite. Comment est-ce que vous recevez ce genre d'intervention? Vous savez ce que j'ai dit à quelqu'un? J'ai dit à quelqu'un, ah, pauvre de moi, je vais perdre tous mes amis à cause des concours administratifs. Parce que je ne peux pas toujours les satisfaire. On ne peut pas prendre un enfant qui a 5 sur 20 alors qu'il y en a qui ont 17 sur 20 et les laisser tomber. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut d'abord voir le mérite. Qu'est-ce que l'enfant a fourni comme effort? Et c'est sur cette base. Je ne peux pas leur interdire de nous écrire. Ils écrivent, c'est leur droit. Quand le courrier arrive, bon, vous le lisez et puis, bon, vous lui réservez le sort qui est le sien. C'est tout. Donc, beaucoup sont déçus. Beaucoup sont déçus et c'est pourquoi j'ai dit à cet ami que je vais perdre tous mes amis à cause des concours administratifs. Mais il vaut mieux parce que nous voulons construire un Cameroun solide. Nous sommes en train de construire un Cameroun solide conformément à la volonté du chef de l'État. Alors si nous continuons à faire un certain nombre de choses qui ne tiennent pas debout, nous préparons un mauvais avenir pour notre Cameroun.
Monsieur le ministre, vous revenez de cette tournée des régions. J'imagine donc que vous n'avez pas encore eu le temps de recevoir les équipes de vaccination contre le Covid-19. Je vous invite à voir en tout cas comment se déroule la campagne de vaccination lancée cette semaine par le gouvernement. C'est dans cette grande enquête que signe Agnès Solange à Bessolo. Au lendemain de leur arrivée au Cameroun, les premières doses de vaccins Sinopharm ont commencé à être administrées au personnel de santé paramédicaux. Et c'est le centre de prise en charge, ORCA, qui a été choisi pour les premières doses. Parmi les premiers volontaires, le ministre de la Santé publique Manao Damalachi, le secrétaire général du MinSanté et le délégué médical. 3 jours après, je me sens bien. Je n'ai ressenti aucun effet secondaire, même sur l'impact, le point d'impact. Plutôt rassurant, et les 200 000 doses de vaccins Sinopharm sont à étendre progressivement à l'ensemble des 10 régions du pays. Bafia et Douala ont été servis cette semaine. On a un nombre qui est croissant de cas positifs. On a des traitements qu'on administre à chaque cas positif et on pense qu'effectivement avec bien sûr l'administration du vaccin, il y aura un impact sur les statistiques pour baisser la prévalence de la pandémie dans le district. Une bonne dose d'espoir pour le personnel médical, mais surtout pour le gouvernement qui, à part la voix du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, a rassuré l'opinion sur la qualité de ces vaccins. C'était au cours d'un point de presse conjoint avec le MinSanté. Point n'est besoin de relever que cette décision de la plus haute autorité de l'État repose d'une part sur les assurances de la communauté scientifique nationale quant à la fiabilité des dits vaccins, en même temps qu'elle procède d'autre part d'une obligation régalienne. Après les 200 000 doses de Sinopharm, la première livraison de 391 200 doses d'AstraZeneca est annoncée, occasion de faire la lumière sur quelques zones d'ombre. Dites-vous bien que s'il y a quelque chose qui ne va pas avec un vaccin, l'OMS ne pourra jamais l'autoriser. Nous avons simplement mis en avant un certain nombre de précautions. En l'état actuel, nous pensons que comme d'autres pays, nous pouvons continuer à l'utiliser tant que l'OMS ne nous a pas dit d'arrêter. Dans les prochains mois, 4 millions de doses de vaccins anti-Covid Johnson & Johnson sont annoncées également. Des facilités COVAX et l'aboutissement de quelques accords bilatéraux signés avec l'Union africaine, mais également avec les pays fabriquant les vaccins. Au programme élargi de vaccination, c'est un bon début. La vaccination se déroule sans grande difficulté dans la plupart des régions du pays. Jusqu'à ce matin, autour de 1000 personnes ont déjà été vaccinées partout dans le pays, avec le plus grand nombre de personnes vaccinées dans la région du centre. Avec l'arrivée des vaccins, la riposte contre le Covid-19 prend ainsi une vitesse supérieure au moment où le Cameroun menace de franchir la barre des 1000 décès. Monsieur le ministre, le bulletin de santé au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, il est rassurant par ces temps de Covid-19. Il est rassurant, il est bon. Il est bon. Je peux vous dire que depuis le déclenchement de cette pandémie, Dieu merci, au niveau du MINFOPRA, nous n'avons pas encore enregistré de décès, en tout cas à ma connaissance. Il y a eu peut-être quelques cas, mais qui ont été très vite pris en charge et soignés. Je dois également vous dire que la tournée que nous venons d'effectuer, elle était sur ce plan une tournée à haut risque. À très haut risque au regard du retour de cette pandémie de ces dernières années. C'est pour ça que chaque fois, avant d'aller sur le terrain, toute l'équipe qui m'accompagnait, nous nous soumettions à des tests. Au retour, nous nous soumettions encore à des tests. Et je crois pouvoir vous dire que, Dieu merci, personne n'a été testé positif jusqu'au jour où nous parlons, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est dire que nous avons pris beaucoup de dispositions pour éviter cela, mais peut-être aussi grâce à la protection du Très-Haut, notre Seigneur. Chaque fois, il fallait faire des prières, il fallait dire des prières. Et à la fin de la tournée, nous avons remercié le Très-Haut, le Seigneur, pour tout cela, pour cette protection dont nous avons bénéficié. Il vaut mieux vous croire et croire. Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative,
Vous venez de donner là de bonnes nouvelles. Parlons maintenant de celles qui ne sont pas bonnes. Ouais. Par exemple, la discipline des agents de l'État. Il y a eu le 9 mars dernier cette correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Au travers de cette lettre, on apprenait la colère du chef de l'État qui dénonce l'absentéisme chronique et l'indiscipline des fonctionnaires et agents de l'État. Est-ce que vous avez déjà sévi à votre niveau? Je dois dire que la colère du chef de l'État est justifiée, amplement justifiée. Le mal est quand même profond. Cette tournée vient de nous permettre de le vérifier. Il y a beaucoup d'absentéisme. Ça peut se comprendre dans des zones où il y a une certaine insécurité. Ça peut ou ça pouvait se comprendre lorsque la pandémie du coronavirus s'est déclenchée. Mais quand même, des dispositions ont été prises. Même au niveau des régions comme le nord-ouest et le sud-ouest, où nous avons été, nous avons passé d'agréables moments avec les autorités administratives, avec les responsables politiques, religieux et traditionnels. Même là-bas, je dois vous dire que la situation s'améliore. Comment justifier donc un tel taux d'absentéisme? Ne me demandez pas le chiffre, parce que je n'ai pas mené d'études là-dessus, mais quand même, c'est un problème qui est sérieux. Je demande plutôt ce que vous avez fait ou ce que vous avez demandé au gouverneur, par exemple, et aux collaborateurs des régions de faire. Ce que nous avons fait, c'est que j'ai amené ma collaboratrice chef de la division de la discipline et du contentieux, qui faisait à chaque étape une communication d'une dizaine de minutes pour dire aux uns et aux autres quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs, pour leur rappeler les principes cardinaux du fonctionnement d'une administration. Il faut sensibiliser. Nous sommes en train de sensibiliser, nous avons sensibilisé et maintenant, il va falloir passer à la phase répressive parce que ça ne peut pas durer. Je vais vous donner un ou deux exemples. On me dit des cas de répression. La manifestation de absentéisme. On va parler de répression tout à l'heure, ne vous en faites pas. J'ai des chiffres intéressants. Je souhaite surtout, Monsieur le ministre, vous entendre vraiment sur les mesures parce que le diagnostic est établi, il n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Alors, d'abord, des cas patents. Vraiment, je ne peux pas ne pas en parler ici. Lorsqu'on vous dit qu'un délégué d'arrondissement attend le début de l'exercice budgétaire pour aller prendre tous les cartons, c'est-à-dire les budgets qui lui sont alloués par sa hiérarchie. Il prend les cartons, il va toucher de l'argent et disparaît. Abandonne donc son service. Vous pouvez tolérer ça? Cela s'est fait? C'est des cas très graves. Ah oui, cela m'a été signalé quelque part. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ce que nous faisons, lors des échanges avec les délégués régionaux, ils nous ont dit oui, monsieur le ministre, parfois même quand on veut sanctionner, ça nous vient d'en haut, on dit non, ne touchez pas à celui-là. J'ai dit non, monsieur ou madame, c'est vous le responsable de votre service. Et c'est vous qui êtes responsable du bon ou du mauvais fonctionnement de votre service. Vous avez une chose simple à faire au départ. Demande d'explication. C'est le début du processus qui va aboutir à une sanction. Et cette sanction peut aller jusqu'au licenciement ou à la révocation. Nous leur avons rappelé cela. Et dans ma propre communication, je disais aux gouverneurs de région, messieurs les gouverneurs, s'il vous plaît, vous avez entre vos mains un instrument extrêmement important et utile. C'est le Conseil régional de discipline. Pourquoi il ne se tient pas de manière régulière? Ça, c'était également dit dans la correspondance. Oui, il se tient peut-être pas de manière régulière, c'est vrai, parce que, voyez-vous, lorsqu'il faut mobiliser cela, il faut également un peu de moyens. Cela nous a été présenté, la difficulté nous a été présentée. Nous allons, dans le cadre de la budgétisation, des budgets avec des lignes très précises. Là, c'est un domaine qui relève... Qui n'intègre pas la tenue du Conseil de discipline régional? Nous mettons à la disposition de nos délégués régionaux quelques moyens, mais qui ne sont pas suffisants. Mais nous voulons aller à un rythme beaucoup plus régulier pour que, par exemple, il y ait un conseil régional au moins une fois par trimestre. Donc, au moins 4 sessions par an. Pour cela, il va falloir accroître les moyens. Ça fait partie des suggestions
que je suis en train de faire à la hiérarchie au terme de cette tournée pour qu'il y ait un petit accroissement de ces moyens de telle sorte que le travail puisse se faire à ce niveau. Nous leur avons dit cela. Et eux aussi, ils nous ont présenté les cas de sanctions qu'ils ont prises à leur niveau. Et beaucoup d'autres cas nous remontent au niveau du Conseil permanent de discipline de la fonction publique qui se tient ici au niveau du ministère. La prochaine session est en vue. Le Conseil permanent, il se réunit quasiment au quotidien ces derniers temps. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de gérer un dossier très important. Le COPE, vous en avez entendu parler. Vous en avez entendu parler, le COPE. Nous avons hérité d'à peu près 10 000 cas. 10 000 cas d'agents publics suspendus de solde à la suite du COPE. Après avoir élagué parce qu'il fallait enlever ceux des personnels qui échappent à notre gestion, à notre responsabilité, à savoir les agents du MINDEF, ceux de la DGSN, ceux du MINJustice, peut-être quelques autres, en tout cas ceux qui ont ces statuts spéciaux ou particuliers, et donc qui ne relèvent pas de notre gestion. Alors, il nous est resté 8 766 cas d'agents publics. Leurs dossiers sont en cours d'examen et d'ailleurs, le processus va aboutir dans les tout prochains jours parce que nous avons reçu ces dossiers en 2019. Vous me direz, ça fait quand même 2 ans depuis 2019. Vous l'avez dit vous-même. Oui, parce que c'est un problème tout de même délicat. Je vous ai dit tout à l'heure que la sanction va jusqu'à la révocation pour ce qui est des fonctionnaires ou au licenciement pour ce qui est des agents publics relevant du Code du travail. Il faut donc s'assurer de toutes les garanties. Vous attendez d'avoir toutes les preuves. Nous avons envoyé des demandes d'explication. Il y en a qui ont répondu à ces demandes d'explication. Et en ce moment, nous les avons presque tous déjà écoutés dans le cadre du Conseil permanent de discipline de la fonction publique. Je leur ai donné jusqu'à la fin de ce mois pour que nous puissions apurer tous ces dossiers. Et ce qui se fait en ce moment, c'est que nous nous adressons aux chefs de département ministériels pour qu'ils nous envoient leur DRH ou leur DAG afin que nous essayions de revoir dossier par dossier, cas par cas, pour nous assurer que quelqu'un qui est décédé ne va pas être sanctionné, pour nous assurer que quelqu'un qui est effectivement en poste ne va pas être sanctionné. Mais au plus tard, à la fin de ce mois, vous allez suivre une avalanche de sanctions. Parce que, voyez-vous, M. Ngor... Rassurez-vous, nous allons suivre, M. le ministre. Alors, écoutez, laissez-moi s'il vous plaît terminer là-dessus. En une minute. Oui, même en 30 secondes. 8 766 demandes d'explication, à peine 350 réponses. À peine 350. Vous comprenez que les autres, un peu plus disparu. Ils sont dans la nature. Ils vont être sanctionnés. Ça, il n'y a rien à faire. On attend les sanctions. Alors, Monsieur le ministre, si mes informations sont exactes, vous allez me corriger si je me trompe. Vous avez obtenu un baccalauréat série B, sciences économiques, en 1982, vous êtes plutôt au lycée informé. technique et commercial de Yaoundé. C'est bien cela? Oui. Alors, je voudrais vous inviter à retrouver un peu l'ambiance du lycée, l'ambiance des établissements scolaires dans l'élément qui va suivre. C'est la chronique sociale, l'ère du temps, Franck Evina. C'est la dernière ligne droite, avant la fin de l'année scolaire. Court, mais surchargé. C'est le trimestre de la dernière chance pour ceux qui ont mal négocié les précédents. Il y en a qui font de grands bons au dernier trimestre. Mais ça dépend aussi, quand on dit mal travaillé, il a eu quelle moyenne? Si les moyennes sont trop faibles, ce sera difficile de se rattraper. Mais si les moyennes ne sont pas très basses, il peut se rattraper. Le corps enseignant a du pain sur la planche. Au rang des défis pressants, la couverture des programmes. En temps normal, c'était déjà la course contre la montre pendant cette période. Cette année, les mesures de riposte au Covid-19 ont rendu plus complexe l'emploi du temps. Il est vrai que quand nous allions en congé, les congés de fin d'année, nous avions un véritable problème avec les programmes. La couverture des programmes n'était pas ce qu'elle devrait être en ce moment-là. Mais une fois rentrés, avec les instructions que nous avons reçues de la hiérarchie, ça veut dire les enseignements à distance, nous sommes en train effectivement de nous rattraper et nous sommes dans une très bonne position en ce moment. La couverture du programme
est bien avancée. Est bien avancée parce qu'avant les congés, nous étions à 80% de couverture et maintenant nous sommes à 90% de couverture de ce programme pour les classes d'examen. Intensifier les cours en présentiel, mais aussi opérer un saut numérique vers l'enseignement à distance. Les téléphones, jadis déconseillés aux apprenants en temps de cours, sont désormais sollicités. Pour la bonne cause, bien sûr. Nous nous évertions à mettre sur des plateformes locales des informations, des cours pour les élèves. Mais depuis la fin du deuxième trimestre, le ministre nous a instruit de nous fier beaucoup plus à la plateforme du ministère. Oui. Donc nous avons les cours pour les classes d'examen et les cours pour les classes intermédiaires. Le début a été compliqué. Vous savez que l'être humain est réfractaire au changement. Mais de plus en plus, ils y prennent goût. Franchement, je l'ai remarqué, surtout dans nos forats, les plateformes que nous avons mis en place. Nous avons constaté que les enfants, il y a de plus en plus d'échanges entre les enfants et les enseignants. C'est aussi ça, s'inscrire à l'école de la résilience. Monsieur le ministre, je sais que vous êtes très digital puisque vous nous invitez à retrouver la fonction publique au cœur de la société digitale. Alors, regardons un peu rapidement ce que nos internautes, les internautes des plateformes de la CRTV ont transmis comme question. Pour l'essentiel, vous les avez balayées dans vos réponses, mais il en reste peut-être une en suspens. Celle de Stéphane Abémé. Les familles souffrent pour bénéficier des pensions retraite après le décès du père de famille. Que faire ? C'est une question extrêmement importante. Elle est importante d'abord à notre niveau parce que vraiment, il ne nous reviendra jamais à l'idée de faire souffrir une famille qui vient de perdre son parent. Mais nous devons respecter absolument la réglementation. C'est pour ça que nous sommes obligés d'attendre, par exemple, le jugement d'hérédité. Vous voyez ? Lorsque nous n'avons pas ce jugement, où sont clairement spécifiés qui sont les ayants droit du défunt, nous ne pouvons rien faire parce que c'est des problèmes extrêmement complexes. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Donc c'est pour ça Surtout que parfois, nous n'avons plus beaucoup de temps. Voilà, c'est pour ça que parfois on patente. Mais dès que nous avons cet élément, nous le mettons au dossier et très rapidement, la question est réglée. Très rapidement. On ne peut pas se séparer, Monsieur le ministre, sans savoir quand se tient la prochaine session du Conseil supérieur de la fonction publique. Il en était question dans la correspondance dont nous avons parlé il y a un instant. Très bientôt. Très bientôt, parce que dès que nous avons reçu copie de cette correspondance qui était adressée au secrétaire général des services du Premier ministre, nous avons reçu copie de la dite correspondance, nous nous sommes mis au travail. On a préparé tous les éléments, il y a quelques petits préalables, il faut renouveler la composition des membres et tout le reste. Ce travail a déjà été fait et transmis à la hiérarchie. Le chef du gouvernement va certainement convoquer cette instance, qu'il préside d'ailleurs lui-même dans les prochains jours. L'instance va se réunir et je ne doute pas un seul instant que nous allons sortir de là avec des directives très fortes qui vont nous permettre d'adresser et de tacler davantage cette question de l'indiscipline, cette question de l'absentéisme. Terminons un peu par vous-même, Joseph Lé. Vous êtes originaire d'Abomban, à l'est du pays, qu'on appelle souvent affectueusement la région du soleil levant. Et vous avez baptisé votre résidence du village à Bagofit, résidence soleil. Est-ce que le soleil, le vôtre, brille pour tout le monde autour de vous? J'ose le croire. Bien évidemment, on ne peut pas satisfaire tout le monde, parce que forcément, s'il s'agit des questions matérielles et autres, les moyens sont forcément limités. Mais on fait le maximum, M. Ntuisse. On essaie de faire tout ce qui est possible pour partager. Je suis né dans une famille pauvre. On nous a appris le sens du partage. Mon père était un planteur de cacao. Ma mère, pauvre paysan, elle allait au champ tout le temps. Et nous mangions tous en famille autour d'une même assiette. Et ça, c'est le sens du partage. Je ne peux donc pas aujourd'hui, si j'ai la chance d'être là où je suis, d'avoir le peu que j'ai, le garder pour moi seul. On essaie de partager au maximum. Mais évidemment, il y en a qui ne sont pas toujours satisfaits. Je leur prie d'être un peu patients. Chacun
a sa petite part, chacun aura sa petite part. J'espère qu'ils vous ont entendu et avec ces propos se referme le parapheur d'Actualité Hebdo ce dimanche. Tous les dossiers étaient bien sûr signés au bas de la page Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Monsieur le ministre, merci d'avoir pris le temps de travailler avec nous un dimanche. Merci pour l'accueil chaleureux et même personnalisé. Que je dise merci au directeur général de la CRTV, M. Charles Ndongo, qui a tenu à nous accueillir ici aujourd'hui, et à vous-même pour la convivialité et tout le reste. Malheureusement, le temps est court. Le sujet fonction publique est passionnant, M. Ntuisse, très passionnant. Il y a beaucoup de choses à dire. On essaie de faire ce qu'on peut faire. Nous mettons en œuvre les hautes directives du chef de l'État et du chef du gouvernement. Nous essayons de faire autant que possible. Le chantier reste grand. C'est un énorme chantier. Revenez quand vous voudrez. Merci bien. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition d'Actualité Hebdo. Restez sur votre chaîne, la CRTV. L'actualité, c'est ici. Bonsoir. Le monde des arts a payé un très lourd tribut à la pandémie du Covid. On se souvient encore tous de la mort de notre monumental Manu Dibango. Comment se poser encore la question aujourd'hui de l'existence ou non du Covid? Protégeons-nous, protégeons les autres, lavons-nous les mains, gardons la distanciation sociale et surtout, portons le masque. Je me fais des soucis pour les jeunes. Il y a cette nouvelle sage-femme à 7 ans. Je l'ai accueillie comme une sœur. Toi, l'étrangère, là, il va falloir apprendre à mieux t'adresser à moi. Et là, je découvre qu'elle est dangereuse. Je suis ta supérieure. Les seuls supérieurs ici sont Dr Moulay et Yaï. La jeune femme là-bas, elle est encore enceinte. Je vais avoir un bébé. Je vais te chercher une deuxième épouse. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Amène-moi au village pour que je trouve la perle rare pour ta lame. Aidez-moi! Pourquoi tu fais ça? Madame, vous avez une fracture du bras. Pour travailler au centre de santé Ratanga, il faut aimer plonger dans l'inconnu et n'avoir peur de rien. Cameroun lance 3 concours pour l'année académique 2021-2022 dans les filières génie logiciel pour les titulaires d'un baccalauréat toute série, système et réseau pour les titulaires d'un bac scientifique ou technique et software engineering pour les élèves titulaires d'un GCE Advanced Level. Les 3 concours sont également ouverts aux élèves de classe de terminale sous réserve de leur baccalauréat ou du GCE Advanced Level. Date du concours le 24 avril 2021 en présentiel ou en ligne au choix du candidat. Date limite de dépôt des dossiers le 21 avril 2021 à 12h. Un forfait bonus. Reçois un bonus imbattable chaque fois que tu souscris à un forfait sur le réseau Indomptable. Reçois en plus des bonus d'appel, bonus internet, des smartphones et 5 000 francs cash par moment. C'est un forfait, un bonus. Tu connais le code? Tape étoile 222 dièse ou étoile 123 étoile 10 dièse et deviens imbattable sur le réseau Indomptable. The Weather Forecast with C3A Production.
Hello, ladies and gentlemen. I'm happy to have you for this other edition of the weather forecast. We'll be expecting calm weather across the entire nation this evening, especially in the far north region and the north region, recording a maximum temperature of 29 degrees and 26 degrees expected in the littoral as well as in the far north region, and 25 degrees